Cette fois-ci, je suis heureuse d'accueillir donc Monsieur Roy. On dit comment Roy Arakelian, donc il va nous parler de l'origine des inscriptions arméniennes sur les colonnes de la basilique Saint-Marc à Venise. Il a été question de l'Aqua Alta, il a été question d'inondation, et il est aussi question des origines vénitiennes de M. Arakelian, qui vit pourtant à Paris et qui va nous parler de, si j'ai bien compris, de graffiti, non, pas de graffiti, d'inscription et de graffiti sur la basilique Saint-Marc. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà une petite controverse historiographique qui oppose avant même de commencer les spécialistes éminents qui se trouvent dans cette salle, et en particulier Agnès Ouzonian, dont j'ai compris qu'elle n'était pas d'accord avec, oui, peut-être pas avec M. Arakelian. J'ai rien dit encore, j'ai rien dit. Ceci pour réveiller l'intérêt d'un auditoire peut-être un peu endormi, en ce qui nous concerne un peu éprouvé aussi par une journée entière de cours. Je pense qu'il faudra adapter tout ça. En tout cas, on vous donne la parole. Nous sommes très heureuses de vous accueillir. On vous donne la parole pendant 1 heure et puis on discutera. Vous me direz, si j'allonge, vous me faites signe. Voilà, merci beaucoup. Donc, je suis Roy Arakelian. Alors, moi, je ne suis pas du tout historien, je suis avocat. Je suis spécialisé dans des financements d'entreprises, dans les fusions-acquisitions. Donc, voilà. Un grand méchant. Voilà, un grand méchant. Donc, on va essayer de parler de Venise et puis des inscriptions arméniennes. Mais donc, avant d'arriver aux inscriptions, Venise, comment ces inscriptions sont arrivées. Alors, est-ce que tout le monde a été au moins une fois à Venise? D'accord, voilà, parce que bon, c'est bien de se situer aussi visuellement la ville pour voir. Alors, la présence arménienne à Venise est extrêmement ancienne. Probablement les Arméniens ont été un des premiers à être sur la lagune. On sait par exemple que Narsès a fait ériger l'église Narsès, qui est arménien, donc ça fait partie des exarques qui sont envoyés par Byzance pour reconquérir l'Italie. Narsès fait ériger l'église San Gimignano, et vous pouvez voir donc la plaque de cette église. Tout de suite en dessous de la tour, vous avez ici par terre une plaque. Si vous allez sur la place Saint-Marc, si vous allez sur la place, juste à hauteur du Café Florian, vous verrez donc cette inscription de l'existence de cette église et qui a été érigée donc par un Arménien. Malheureusement, vous savez que Napoléon, quand il est passé dans la ville, a fait beaucoup de travaux et puis a rasé pas mal de choses. Donc aujourd'hui, l'église n'existe pas. Pardon, c'était en quelle année? Alors là, on est au 6e siècle. D'accord. Voilà. On est entre le 5e et le 6e siècle, entre Narsès et Isaac. Alors là, vous avez une plaque, par contre, qui nomme bien. C'est la plus vieille écriture qui existe à Venise, qui se trouve donc sur l'île de Torcello. Donc, alors, la partie, comme vous pouvez constater, tout ça, évidemment, ça a été construit après, mais la partie qui date donc du 5e, 6e, c'est toute la partie basse, et donc vous avez cette plaque que je viens de vous montrer. Malheureusement, je ne sais pas comment on revient en arrière, donc je ne peux aller qu'en avant. Voilà. Donc, nous continuons dans le temps. Alors, vous avez en plein centre de Venise, vous avez peut-être remarqué, l'église San Zaccaria. Donc, l'église San Zaccaria, pareil, c'est un cadeau de Léon V l'Arménien. Zaccaria étant bien sûr le père de Saint Jean-Baptiste. Et donc, les reliques sont données au Doge. Vous avez tout ça, c'est très bien documenté. On a tout le remerciement du Doge au Léon V, l'Arménien et tout ça pour la construction. Évidemment, là aussi,
vous avez une version récente de l'église, puisque la version qui date du 9e siècle est malheureusement complètement rasée. Donc je continue. Si on... Léon V, c'était... Non, c'est plus pas. Pardon, c'est pas la Léon Cilicie. V, oui, justement. Oui, l'Arménien, oui, Léon V l'Arménien, qui est un basileos de Byzance. Ah, d'accord. Ouais, C'est hein, voilà. un basileos. C'est un basileos. Voilà. À l'intérieur même, donc là je suis dans la basilique Saint-Marc, donc pour la contribution des Arméniens dans la basilique, là vous avez Saint-Barthélemy et Saint-Thaddée. Il n'y a que dans l'iconographie arménienne où les deux se rejoignent, hein, on ne trouve pas ailleurs, donc forcément il y a eu là aussi la présence arménienne lors de la construction de la basilique. Alors, ça je ne sais pas si vous le savez ou pas, on est donc sur les chevaux de la basilique, hein, les chevaux, les 4 chevaux. Alors, je ne peux même pas dire que c'est la légende, enfin si c'est une légende, vous savez que la légende dit, c'est Tevdat Ier. Alors ce n'est pas les Arméniens qui le disent, pour une fois. Tevdat Ier, lors de son voyage donc pour voir Néron, hein, qui est bien documenté aussi, par contre pas sur les chevaux malheureusement, ramène, en passant par la Grèce, ses chevaux à Néron. Alors on a la présence de ces chevaux sur la pièce de Néron. Alors l'arc de triomphe de Néron malheureusement n'existe plus, vous savez que Néron était un empereur assez controversé, donc dès qu'il est décédé, on a malheureusement rasé son arc de triomphe, mais la pièce existe, hein, je l'ai également dans ma collection. Et là, c'est un historien vénitien en 1558 qui décrit que ces chevaux-là ont été apportés par Tevdat Ier. Donc, je suis content que ce soit un Italien, surtout, ça fait quand même 500 ans qu'il a raconté, lui-même qui dit que ça a été ramené par Tevdat Ier. Alors, on a mis 500 ans de noir, si je puis dire, puisque dans les récits romains, donc de l'époque où je suis en train de parler de Cassius ou de Tacite, on ne parle pas du tout des chevaux. Alors qu'on parle bien du voyage, comment il est passé, par où il est passé, comment la cérémonie s'est déroulée avec Néron, mais il n'y a pas le récit des chevaux. Donc le récit des chevaux, il y a la pièce par contre, la pièce qui date de l'époque, il y a bien les chevaux dessus. C'est systématiquement attribué par les numismates donc aux chevaux arméniens, enfin rapporté par le roi arménien, et il faut attendre 1558 pour savoir, donc pour voir cette légende. Il n'y en a pas d'autres qui racontent non. Non. C'est la seule. Il faut attendre. La première fois où on raconte que les chevaux sont ramenés par le roi arménien, c'est 1558, donc par Antonio Stella. Oh, oui. Oui. Par contre, vous avez la monnaie. La monnaie de l'époque. Oui, mais la monnaie ne dit pas que c'est... Non, la monnaie ne dit pas que c'est effectivement, mais on n'a pas... C'est-à-dire qu'on réfléchit à l'envers, comme on n'a pas d'autres sources, et que ça a bien existé, puisqu'on sait qu'il y avait l'arc de triomphe, qui avait été décrit. C'est-à-dire que l'existence de l'arc de triomphe avec les chevaux, c'est décrit à l'époque. Par contre, ça ne dit pas que les chevaux, ça a été apporté par Tevdat Ier. Ça, effectivement, on ne l'a pas. Enfin, peu importe, en tout cas, vous savez que ces chevaux-là, donc, apportés, repartis, juste pour la petite histoire, repartis en 330 à Constantinople, quand les Vénitiens, lors de la 4e croisade, saccagent, il n'y a pas d'autre mot, saccagent en 1204, Constantinople, ramène les chevaux à Venise, donc il le pose sur la devanture, hein, comme toujours. Aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est des copies, hein. Les vrais sont dans le musée qui est juste derrière. Napoléon, vous savez, quand on revient dans la ville, ramène les chevaux à Paris. Vous les retrouvez sur le petit arc de triomphe au musée du Louvre.
la copie. Et après la défaite de Waterloo, les Italiens récupéreront les chevaux et remettront sur la basilique. Voilà, pour la petite histoire, ces chevaux-là ont vu beaucoup de choses. Donc si ça vient de... En tout cas, on sait que les chevaux datent de l'époque, hein, donc, parce qu'on a fait toutes les analyses et tout ça. De quand, les chevaux? Les chevaux donc, datent de l'époque de Teodat Ier. Donc on est en 66, hein, le voyage est de 66, après Jésus-Christ. Les analyses, ils ont restauré et tout ça, on sait que bon, bah, avec ça date de l'époque, il y en a qui attribuent on sait que c'est grec, il n'y a pas de problème. Voilà. Dans un roman de Dan Brown, on dit que les chevaux ont été transportés justement de Constantinople à Venise et qu'on leur avait coupé la tête pour pouvoir les transporter, c'est vrai? Alors, c'est possible, effectivement, c'est en morceaux. C'est en morceaux, c'est pas en une pièce unique. Donc effectivement, c'est en morceaux. Lors de la restauration, on voit bien qu'on les a recollés après. Hein. Alors est-ce que ça a été, je pense que ça a été coulé séparément, puisque vous avez la technique de coulage de bronze assez difficile, surtout il y a 2000 ans. Donc probablement ils ont dû coller en plusieurs pièces les chevaux. Ah, il y a des livres magnifiques sur la restauration, vous pouvez voir entièrement, c'est très bien documenté, la restauration des chevaux qui avait été effectuée. Alors, nous remontons dans le temps, et là, je pense que vous avez tous dû voir la petite église arménienne qui est, je ne parle pas de l'église sur l'île Saint-Lazare, hein, on est loin encore, là on est au XIIIe, XIVe siècle, et c'est la petite église qui se trouve très très près de Saint-Marc. Hein, vous savez, vous passez sous la cloche, hein, vous allez un tout petit peu, c'est à gauche, donc très 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 bien situé, tout près de Saint-Marc. Donc ça montre bien que déjà les Arméniens, alors c'est très sombre, c'est très petit, alors il faut se situer à l'époque aussi, ce que vous voyez aujourd'hui, il y a encore un siècle, c'était des canaux autour. Aujourd'hui, vous avez, les routes ont été comblées, donc vous ne voyez plus les canaux, on vient par les canaux, mais derrière, vous ne voyez plus les canaux. Elle est catholique, non? Elle est catholique, tout à fait, elle est catholique. Ah oui, on est en Italie, là, donc à l'époque, vous savez, ça rigole pas. Et donc, elle date de quel siècle, là? Alors là, on est au XIVe siècle, là, 1300 et quelques. Voilà. Donc, je continue, ça c'est l'intérieur de l'église. Vous pouvez voir les tombes, on en parlera tout à l'heure. Alors pour l'anecdote, pour ceux qui croient ou pas, là ici vous avez la tombe de la famille Nogadunt. Hein, c'est de là où tout le monde va spéculer sur Casanova et les origines arméniennes de Casanova. Voilà. Donc, alors, rigolons pas trop, moi j'ai rigolé pendant des années, et je vous avoue qu'en refaisant les études, c'est pas ça. Il peut y avoir une partie de vérité, on peut en parler tout à l'heure, parce que j'ai bien étudié la question hein, sur le truc. Voilà. Après, je sais que les Arméniens aiment bien ramener tout à l'heure. Voilà, donc ça existe toujours, hein, vous voyez, l'église a quand même son importance parce que c'est indiqué quand vous êtes à Venise, dès que vous tournez sur Saint-Marc, l'église est en arménien. Hein, vous avez le nom, ils ont laissé également, hein, Kaldédéni Arménie. Malheureusement, alors, tous ces immeubles qui se trouvent autour de l'église, qui était le Haïdoun, hein, qui servaient aux commerçants arméniens, aujourd'hui n'appartiennent plus du tout aux Arméniens. Hein. Il ne reste plus qu'un studio qui appartient à un Arménien dans tout le quartier, malheureusement. Voilà. Autre personnage important à Venise, c'est Caterina Cornaro. Caterina Cornaro, qui a été, donc on est au 16e, hein, elle est décédée en 1510, ça c'est sa tombe, donc vous voyez la taille du monument, vous voyez la porte, donc ça c'est sa tombe, donc reine d'Arménie, reine de Chypre, de Jérusalem et d'Arménie, personnage extrêmement important, juste pour la parenthèse, donc
elle est purement vénitienne, hein, elle n'a rien d'arménien, elle est purement vénitienne, mariée donc à Lusignan, à Chypre. Testament, donc, au décès de Lusignan, tout revenait à elle. Elle se marie, on l'envoie, il décède quelques mois après. C'est un quel Guy, comment il s'appelle? Pardon? Le nom de... c'est, alors je ne sais plus comment il s'appelait, Léon, je crois. Il me semble. C'est pas un Guy, je crois que c'est un Léon. Donc décède, donc Chypre revient à Venise par le mariage, par le décès. Évidemment, les Vénitiens ne vont pas laisser à Caterina Cornaro le Chypre, hein, et sera rapatriée. Vous avez un très beau palais donc, en plein sur le canal Grande qui lui appartient, mais surtout elle. Donc si vous êtes allé à un petit village qui est à 80 km de Venise, qui s'appelle Asolo, donc elle a été installée à Asolo, et vous avez le cimetière arménien à Asolo. Hein, donc vous avez tout le carré, on a encore les tombes, très beau cimetière à Asolo, parce que les Arméniens le suivaient. Et vous avez également la tombe de, pour ceux qui connaissent, d'Eleonora Duse dans ce cimetière-là, qui est un personnage célèbre en Italie, qui était donc la maîtresse d'Annunzio, tout à fait, qui est dans le carré arménien. De qui? D'Annunzio. Voilà, donc là, c'est la pierre, donc vous voyez bien, reine de Jérusalem, d'Arménie et de Chypre. C'est marqué très clairement dessus. Alors, autre chose, alors il y en a plein, hein, je vous donne que l'essentiel. Alors cette photo-là, regardez bien, pour la voir, j'ai mis 20 ans. Parce que cette photo-là se trouve dans l'église Saint-Barthélemy. L'église Saint-Barthélemy, c'est juste la première église quand vous êtes donc sur le pont. Vous verrez, ça ne se voit pas, c'est une église qui ne se voit pas, puisque c'est une porte d'entrée qui ressemble à une porte d'immeuble de Saint-Barthélemy. Quel pont? Le Rialto, pardon, le Rialto, oui. Et donc, vous savez, De côté de l'académie? comment? Non, de Rialto. Donc, quand vous êtes sur le Rialto, dès que vous descendez, à votre gauche, il y a une porte. On ne dirait pas que c'est une église, mais c'est une église parce qu'il y a quand même le clocher dessus. Et donc, ça s'appelle l'église Saint-Barthélemy. Ça n'appartient pas du tout aux Arméniens. Par contre, à l'intérieur, si vous rentrez, si vous arrivez à rentrer, c'est impossible de rentrer, j'ai mis 20 ans, puisque vous savez qu'à Venise, comme il y a de moins en moins de Vénitiens, les églises sont fermées et déconsacrées. Donc c'est une église déconsacrée malheureusement. Par contre, vous avez la représentation du roi d'Arménie, le baptême du roi d'Arménie, qui se trouve dans cette église-là. C'est une église importante. Vous avez également, donc de Palme le Jeune, hein, c'est pas un peintre de dimanche qui a fait, hein, c'est Palme le Jeune qui, la toile est de Palme le Jeune. Alors moi j'avais eu la chance, et la photo n'est pas terrible malheureusement parce qu'on m'a foutu d'or, il y avait un jour je passais, je vois un ouvrier qui passait dans la porte, je me suis glissé derrière lui, j'ai pris la photo, il y en a deux autres qui m'ont foutu d'or, mais j'avais la photo, voilà, pour l'anecdote. Vous avez ici, par exemple, la crucifixion de Carpaccio. Hein. Donc, vous avez la crucifixion des 1000 martyrs d'Ararat qui se trouve là à l'Académie, hein, qui est à l'Académie. Il y en a d'autres, je ne parle que de vous, parce qu'il y a d'autres toiles de lui qui parlent d'Ararat. Alors là, vous êtes sur les bâtiments de la mairie de Venise. Hein, c'est le Caloredal, on est sur le Canal Grande. Hein. Et là aussi, alors regardez bien le bâtiment, je vais vous montrer le détail ici. Voilà, donc là vous avez les armoiries des Lusignans. Lusignan, donc, qui passe entre 1362 et 65 à Venise pour ramasser donc des militaires pour partir en croisade. Il s'autoproclamera roi d'Arménie donc en 1367, mais son passage a été marqué puisque le palais garde ses armoiries. Des deux côtés, là je vous ai mis que là, mais si vous passez par la petite rue ici, sur la porte latérale, vous avez également ces armoiries qui figurent.
Alors évidemment, autre présence, c'est donc imprimé qui marque la présence arménienne. Comme vous savez, c'est la première édition d'un livre arménien, à l'absolu, 1512. Alors après, on peut discuter si c'est le premier ou pas, parce qu'il en a fait 5. Après, les historiens l'ont classé par une chronologie, pourquoi pas. On a estimé que le Patakirk était le premier. Il y en a d'autres qui peuvent être le premier, mais bon, pourquoi pas, parce qu'on ne sait strictement rien sur Agop, donc le pêcheur, hein, il s'appelait comme ça, probablement parce que on est déjà sous la censure et que imprimer le livre, ça doit pas être très très facile. Il l'a fait, mais il n'a pas laissé beaucoup de traces, probablement pour ne pas être persécuté. Alors, voilà, tout ça c'était un peu le passé lointain, et on arrive là sur une période qui va faire donc qui va vraiment marquer la présence arménienne à Venise. Donc c'est évidemment les Arméniens de Perse, après le déplacement en 1604 donc de la population, une partie de la population arménienne de l'Arménie vers Perse, et notamment les Rispans et tous les villages autour. Hein. Il y en a, je crois, 24 villages arméniens qui sont autour. Et de là, l'expansion, donc le monopole de la soie et l'expansion de leur puissance commerciale sur l'Europe, en passant par Venise, puisque la porte d'entrée, à l'époque, c'est quand même, ça reste Venise. Donc là, vous avez les représentations de ces beaux commerçants arméniens. Hein. Tout ça, c'est des documents vénitiens. Et là, vous avez des grandes familles qui se créent. Donc, la famille Sheriman. À Venise, vous avez au moins 3 grands palais leur appartenant. Je vous ai mis là, puisque là, la rue s'appelle la rue Sheriman aussi, Salizada Sheriman, avec leur emblème. Donc les Sheriman, très grands commerçants et banquiers, financiers. Alors, personnages importants, puisqu'ils contribueront, ces personnages-là contribueront à l'arrivée des militaristes à Venise. Hein? C'est un financier. Venise, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, a besoin d'argent, n'a plus de finances. Et donc c'est ce monsieur-là qui prête. Donc à l'époque, il prêtera 800 000 ducats, ce qui est une somme astronomique, ça correspondra à des centaines de millions d'aujourd'hui, à un taux avantageux à la ville de Venise. Du coup, il obtiendra beaucoup de choses. Là, vous avez un des palais qui est un peu loin, mais quand vous descendez par exemple de la gare, si vous allez vers Canareggio, le premier immense bâtiment que vous verrez qui appartient à la région, c'est un palais Sheriman aussi, vous verrez, il y a les drapeaux européens dessus, tout de suite à gauche, hein, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de mètres, ça appartient aussi. Il y en a un autre qui est juste derrière Saint-Marc, un autre grand bâtiment qui leur appartenait. Vous avez évidemment une autre grande famille, les Mirmans, qui vont, aujourd'hui, la petite église dont on a parlé tout à l'heure, l'état actuel de l'église, on le doit à lui, puisque c'est lui qui financera entièrement la restauration de l'église. Et sa tombe figure dans l'église. Quand vous rentrez, tout à l'heure, je vous montrais le parvis avec les églises, donc sa tombe figure dès l'entrée de l'église. Voilà, avec son emblème ici, que vous pouvez voir. Alors, autre grande famille, donc les Souriants, pareil, regardez l'immeuble, qui est sur Canareggio. Hein, c'était à une époque donc l'ambassade de France, et c'est là où Jean-Jacques Rousseau donc séjournera pendant qu'il était secrétaire à l'ambassade. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau qui s'habillait en arménien, peut-être déjà le contact des Arméniens de Venise à l'époque. Vous avez bien évidemment le collège arménien aujourd'hui. Je vous ai mis une très vieille dessin qui le montre.
parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu en mauvais état. Là, vous voyez en toute sa splendeur de l'époque. Vous avez également une autre très grande famille de commerçants, les Serpos, donc, qui a donné aussi des intellectuels en Italie. Sa tombe figure également dans l'église arménienne, quand vous rentrez. Là, vous voyez, voilà le bâtiment que je vous disais de Sheriman, qui est aujourd'hui le siège de la région. Ici, c'est le Capezzaro. Capezzaro est le plus grand bâtiment de Venise, en superficie, ex-école militariste. On est sur le canal Grande. Alors, quand vous rentrez dedans... C'est Pezzaro ou c'est Rezzonico? Non, Pezzaro. Parce que Rezzonico aussi, hein. De quoi il est? Les militaristes étaient installés là-bas. Oui, mais bon, là c'est quand même de notre niveau. Là, on est en train de parler du plus grand palais aujourd'hui, qui est le musée d'art de Venise. Alors, quand vous rentrez, si vous mettez bien vos lunettes et vous prenez une loupe, il sera marqué que ce bâtiment appartenait aux militaristes. Voilà. Vous connaissez peut-être ce bâtiment-là. Monet l'avait peint plusieurs fois. Et ce bâtiment, on connaît plutôt par sa mauvaise réputation, puisque tous ses propriétaires sont morts d'un mort violent. C'est le fameux Cadario. Et ce fameux Cadario a appartenu pendant une époque à un Arménien qui s'appelait Abdol, grand marchand de pierres précieuses. Donc, Dario, juste pour la parenthèse, c'est un personnage extrêmement important pour avoir déjà... N'oublions pas qu'on est sur le canal Grande. Quand on a quelque chose sur le canal Grande, c'est vraiment important. Mais lui, et c'est le seul bâtiment d'ailleurs, si vous allez à Venise, où c'est marqué son nom sur le bâtiment. Donc si vous passez en Vaporetto, vous verrez, il dit en remerciant la ville, puisque c'est lui qui ira négocier avec le sultan les traités entre Venise et l'Empire ottoman. Et donc la ville reconnaissant le couvrira de richesses. Alors là, vous voyez Rouga-Joufa. Ça montre bien aussi énormément la présence arménienne. C'est car Rouga-Joufa, c'est une nouvelle Joufa. Donc c'est toute une rue qui traverse la ville. Et on sait que, donc, par les documents, on sait que enfin, tous les commerçants arméniens passaient par là. Et donc ça a donné carrément... Et enfin, l'arrivée des militaristes, évidemment, comme je vous disais, tous ces riches marchands-là créeront un terreau qui va faire que Mérita va choisir Venise pour s'installer et créer donc l'ordre des militaristes à Venise en 1717. Il était déjà là en 1715. Si vous allez à l'Arsenal, vous verrez, il y a une petite maison où il habitait pendant 2 ans. Il y a une plaque qui indique la présence de Mérita pendant 2 ans dans cette maison-là, à côté de Saint-Martin. Alors, donc vous voyez une présence quand même assez importante à Venise. Quasiment à chaque coin, vous pouvez voir quelque chose. Et alors, si on cherche des écritures en arménien, on va parler évidemment de la basilique Saint-Marc, mais il y en a ailleurs, vous pouvez trouver. Par exemple, Santa Maria della Fava. Là aussi, malheureusement, pour rentrer, il va falloir être très très patient. Moi, j'ai mis quelques temps. Ah ben là, vous voyez, vous avez les pierres tombales, une dédiée donc au Sheriman et l'autre dédiée à Manouk, qui sont écrits. Alors, on voit malheureusement pas très bien, c'est très difficile de photographier le contraste dans les églises, surtout quand il faut faire vite, avant qu'on vous jette dehors. Voilà. Alors, San Moïse, on est juste derrière la place Saint-Marc. C'est-à-dire, vous avez la place, vous avez la basilique derrière vous. Si vous continuez tout droit, vous avez la première église que vous rencontrerez, immense église, c'est une immense église à vos souhaits, c'est San Moïse. Vous rentrez dans San Moïse, et là également, c'est entièrement marqué en arménien, riche marchand arménien qui s'est fait enterrer dans cette église-là, dans cette immense église-là, qui n'est pas neutre, le San Moïse qui a été fait donc, par des juristes.
Autres inscriptions arméniennes, alors là vous reconnaissez tous, on est à San Giorgio Maggiore, c'est l'île en face. Alors il faut savoir que San Giorgio Maggiore était un cimetière arménien. Voilà. Vous voyez, personne ne le sait. Donc, vous voyez la tour, il y a ici derrière une petite cour dont on ne peut pas accéder, sauf à aller pleurer pendant 2 heures comme je l'ai fait, pour pouvoir photographier les inscriptions. Vous voyez les inscriptions donc, qui sont dans le mur. Donc, quand vous êtes dans l'église, dans la nef à droite, la porte à droite, et vous avez une autre cour, il ne reste plus qu'une seule tombe arménienne, dont je pense que ça appartient à Agouletsi, mais pour l'instant, parce qu'il y a le symbole des Agouletsi dessus. Vous voyez le Gulnazar, la rose de Gulnazar Agouletsi. Mais bon, là, on voit bien que c'est marqué donc Djouraetsi, mais le reste, on ne l'a pas, c'est cassé, c'est jeté. Voilà. Donc, tout ça pour vous situer un peu avant d'arriver aux inscriptions, le contexte général des Arméniens, la présence arménienne, donc séculaire, voilà. Alors, donc là maintenant on va parler des inscriptions qui se trouvent sur les colonnes, donc de Saint-Marc. Donc on est en train de parler de ces colonnes-là que vous voyez ou sur la photo initiale que je vous avais montrée. Alors, voilà, on a essayé donc de numéroter les colonnes, ici, et c'est par rapport à ces numéros-là qu'on a mis les inscriptions sur les... Alors, sur ces colonnes-là, il n'y a pas évidemment, il n'y a pas que les inscriptions arméniennes. Hein. Donc vous avez des inscriptions latines, grecques, françaises, italiennes. Donc il y a beaucoup de choses. Hein. Tout le monde au fil des siècles a gravé quelque chose. Alors comment ça se fait que donc on trouve ces inscriptions-là? On sait, et là c'est documenté. Voilà, vous l'avez le document. On sait que les commerçants arméniens avaient un emplacement très privilégié donc, pour effectuer leur commerce quand ils amenaient leurs marchandises. Vous voyez ici, c'est marqué Arménie. On est, alors vous visualisez à la place, vous avez les 3 porte-drapeaux hein, qui sont là, et donc ils étaient placés juste en face de la grande porte donc de la basilique. Je suis devant vous. Là, c'est un document qui date donc de 18e, d'une foire de la Sensa. Sensa, c'est, vous savez, la grande foire, comme il y a la grande foire à Paris, c'est la grande foire vénitienne où tous les commerçants donc viennent vendre leurs biens. Et donc, on s'imagine bien que quand ils sont placés là, voilà, chacun fait son devoir d'aller marquer probablement sur les places. Alors là, vous avez sur l'étoile de Canaletto, on voit bien les tentes qui sont, vous voyez, sur les 3. Canaletto qui a peint plusieurs toiles. À chaque fois, vous pouvez repérer ces tentes qui sont répertoriés comme étant arméniens, puisque le document indique qu'ils sont, qui sont arméniens. Alors, le premier repérage, si je puis dire, de ces écritures-là, date de 1877, quand ils ont commencé à restaurer la basilique, à cette date-là. Donc vous avez Alvise Giorgi qui fait tout un livre sur la restauration, et je ne sais pas par quel miracle, vous avez un annexe dans ce livre, je ne sais pas si vous l'avez jamais vu ce livre-là. Le livre ne concerne pas du tout les inscriptions arméniennes, le livre concerne la restauration de la basilique, et vous avez un annexe, vous voyez d'ailleurs ça lui dit la restauration de la basilique de Saint-Marc, avec un annexe les écritures arméniennes.
Alors, est-ce que c'est Ali Shan? Parce qu'on sait qu'il avait vu Ali Shan. Et là, vous avez, donc, il répertorie les écritures dans cette annexe-là. Je vous ai mis entièrement, ce qu'il, lui, il avait trouvé, avec les interprétations, donc, qui sont données par Ali Shan à l'époque. Alors, je ne sais pas, pour vous, après, sur quelle interprétation vous êtes. Moi, je ne rentrerai pas dedans, déjà parce qu'entre l'époque Ali Shan et aujourd'hui, je pense que plus de la moitié des écritures sont soit abîmées, soit disparues. Hein, donc, voilà. C'est assez difficile. Alors, voilà, nous, ce que je vous disais, on a classé colonne par colonne, et on a numéroté de 1 à 31. Il y a voilà. Donc là, vous voyez les portes, et les écritures sont là. Alors, comme je vous disais, la Fualta, la semaine dernière, donc est montée à peu près ici, en 56, c'est la 6e fois en un siècle. Vous voyez quand l'eau commence à déglumer, toutes les écritures qui sont en bas, malheureusement, on les perd. Hein. Déjà qu'on perd tout ce qu'il y a. Cette porte, elle est où? Elle est à droite? Elle est à gauche? Comment? Alors ça, c'est la porte centrale. Hein. On est sur la porte centrale. Voilà. Alors, donc là, par exemple, sur la colonne 32, sur la porte centrale, vous avez 14 inscriptions. Vous avez 14 inscriptions. Alors là, vous voyez, voilà, je ne sais pas si la photo voit bien. Ah, il y en a. Et puis là, vous voyez comment la colonne est complètement abîmée en bas. Donc tout ce qui devait y avoir ici, probablement perdu définitivement. Alors pour l'anecdote, on avait la liste primaire. Ça prend du temps pour repérer parce que c'est très difficilement visible. Alors, en moyen, on a trouvé un moyen extraordinaire, c'est qu'on avait amené une école, l'école Marcarian de Lyon, les enfants de 10 ans, 11 ans, visiter. Ah ben, on a lâché les enfants pour qu'ils trouvent les écritures. Alors là, il y en a, on est arrivé à 32 écritures rapidement, puisque les enfants, à leur hauteur, passent entre les touristes et repèrent beaucoup plus que ce que nous, on peut repérer. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez des inscriptions en Yalgataki ou en Bologir qu'on trouve. Voilà, ici un Jacob. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord sur l'interprétation ou pas, je n'en sais rien. Mais bon, avec une date de 1603. Ici, donc, une écriture Mirman, fils de Nazar, vous direz, Mansar, Safar. Alors bon, vous voyez, deux noms typiquement qui devient iranienne, hein, persan, safavide, à l'époque safavide, plutôt qu'arménienne. Voilà. On est toujours sur la colonne 32, hein. On est toujours sur la même colonne. Ici, vous avez Eliazar. Hein. Voilà, et un grand pas ici, des grands croix, nourris, vous voyez, avec une monogramme. On peut voir. Ici également, donc, toujours sur la colonne 32, vous pouvez David, Alexandre, Zakhar, fils de Zakhar, 1627. Systématiquement, on retrouve la croix. Hein. Systématiquement, on retrouve la croix. En revanche, sur les écritures, Grigor, ici, illisible. Voilà, fils de... probablement, c'était lisible à une époque. Mais, alors, on ne sait pas également comment... Il y a, on verra tout à l'heure, il y a des écritures très bien gravées. Ça veut dire que le gars
a eu le temps d'aller graver, et d'autres qui sont très rapidement gravés, probablement parce qu'on ne les laissait pas faire. On est quand même devant la porte centrale, et même s'il n'y avait pas les mêmes touristes qu'à l'époque, qu'aujourd'hui, je pense que ça devait quand même, voilà, ça devait être difficile de passer beaucoup de temps à, voilà, une des les plus belles, c'est probablement la plus belle écriture, puisqu'elle est, elle est très visible, très bien écrite, donc qui date de 1655, de Khachaddour de Julfa. Donc là, il marque bien la ville d'arrivée. Oui. Khachaddour de Julfa. Voilà, Khachaddour de Julfa. Petit-fils de... Pardon, alors je ne sais plus comment revenir en arrière, mais on verra tout à l'heure, je l'ai repris la liste, on le verra. Ici, David avec le monogramme. Alors ici, c'est une écriture qui avait été repérée donc, dans la première nomenclature, mais qui n'existe plus, on ne le retrouve plus. Il n'y a que dans cette annexe-là que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on le retrouve, probablement effacé avec le temps ou lors des restaurations, je ne sais pas, qui dit « Moi, Chassanos, serviteur de Dieu, celui qui se rappellera de moi, Dieu se rappellera de lui. » Je ne sais pas si vous êtes d'accord. En tout cas, c'est une interprétation de Ali Shams, hein. Ça date, parce que c'est la seule qui existe. C'est à l'époque, donc c'est dans l'annexe du livre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc 31 inscriptions qu'on a pu repérer. Donc 75% sont en majuscules, 25% en bologué, certains donc en monogramme, il y en a 3, et d'autres qui sont ligaturés, et il y en a 5 je crois. Alors très très souvent, comme je vous disais, les croix sont gravées. Alors parfois, par contre, on voit beaucoup de croix. Par contre, je ne peux pas dire que c'est typiquement arménien. Enfin, je ne peux pas dire que c'est seulement arménien, puisque les Grecs qui passaient ils mettaient des croix aussi. Donc la croix ne peut pas signifier en soi que c'est arménien, puisqu'il y a beaucoup d'écritures dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme repérage donc, de ce qu'on arrive à déchiffrer? Donc vous voyez, on est 17e en grande majorité, donc c'est vraiment l'époque la plus favorable aux commerçants arméniens. Alors bon, bah, vous avez Oannes, fils de Movses, Khachaddour de Julfa, petit-fils d'Ananoum, Oscar, fils de Khachaddour. Alors, je vous ai mis les colonnes, ce qui est entre parenthèses, c'est les colonnes. Alors, est-ce que, par exemple, quand vous avez sur la même colonne, donc la colonne 21, Khachaddour de Julfa, petit-fils d'Anoum, et Oscar, fils de Khachaddour, ben, est-ce que c'est les mêmes membres des familles qui passent, qui savent que c'est la même colonne et qui gravent sur la même colonne? Je n'en sais rien, ça peut être une interprétation. Hein. Si chacun dit, écoute, moi j'ai marqué mon nom sur cette colonne-là, quand tu iras, tu marqueras sur ton nom également sur cette colonne-là, c'est possible. Alors, Jacob, Safar, Miansar, fils de Miansar, on n'a pas le nom, mais pareil, vous voyez, c'est pas sur la même colonne par contre. Alors, est-ce que c'est la même famille ou une autre famille? Milman, fils de Nazar, Eliazar, c'est 127, Nouri, Alexandre, David, Zacharia, fils de Zacharia, Grigor, Salzirens, non, voilà, fils de Stéphane. Alors, la plus ancienne, ça doit être celle-là, puisqu'elle est de 1559, Jacob, fils de Johannes. Mais bon, on n'est pas sûr, puisqu'il y a une des lettres qui est effacée, donc ça pourrait être une autre date. Et Nazareth, voilà, là aussi on n'a pas la date sur le truc. Voilà un peu ce qu'on peut avoir. Donc ce qu'on sait, c'est que en très grande majorité, on suppose, c'est des commerçants. Ce sont des commerçants qui viennent effectivement. Alors il faut savoir que on a vu beaucoup de choses,
mais la présence arménienne à Venise, installée, si je puis dire, ne dépasse pas 80 personnes. C'est déjà beaucoup, peut-être une communauté. Alors, ils sont peut-être 400 à passer, des commerçants. Hein? Mais on sait que donc, ceux qui vivaient plus ou moins longuement ne dépassent pas 80. Hein? Ça fait déjà beaucoup de monde. Voilà. Ils sont tous concentrés à la même époque. Est-ce que parce que déjà au XVIIIe siècle, on n'autorise plus les inscriptions, je n'en sais rien, ou est-ce qu'il y en avait et qui ont été entièrement effacés, puisqu'il y a eu plusieurs restaurations. Vous savez, en Italie, les restaurations, ça dure des décennies. Alors, est-ce que latéralement, il y avait des inscriptions qui ont été faites? Ça, on ne sait pas. En tout cas, sur la façade, ça reste. C'est bien de les répertorier pour ceux qui sont allés à Rome. Moi, je regrette, quand j'étais allé il y a 25 ans, sur les colonnes donc, au Vatican, il y avait également beaucoup d'inscriptions arméniennes. À l'époque, je n'ai pas eu le réflexe, à l'époque, on n'avait pas les appareils électroniques, hein, il fallait se balader avec des appareils argentiques. Je n'avais pas pris les photos. Il y a eu la restauration donc, entièrement des colonnes. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule écriture et une graffiti arménienne qui se trouve sur les colonnes. Tout a été nettoyé. J'ai refait entièrement. Aujourd'hui, en plus, c'est très difficile pour des mesures de sécurité. Ils ont installé les portiques à cet endroit-là, donc on ne voit plus. Mais bon, je pense que le jour où il y aura une restauration, vous avez vu l'état des colonnes, quand même, ça s'abîme. Il faut savoir que toutes ces colonnes-là viennent de Constantinople. Quasiment toute la basilique, toutes les colonnes que vous voyez, les Vénitiens ramèneront ces colonnes-là de Constantinople. C'est des morceaux ramenés de Constantinople qui constituent la basilique. C'est pour montrer que ce qu'ils ont pris et ils ont installé sur la basilique. Mais bon, l'Acqua Alta, comme je vous disais, l'Acqua Alta qui arrivait 1 ou 2 fois par an, aujourd'hui arrive entre 10 et 12 fois, avec des ampleurs quand même, comme l'autre jour à 156, donc à 156 une fois, 2 fois, vous avez tout effacé déjà, tout ce qui est la partie en bas, parce que l'eau, voilà, ça lessive entièrement les murs. Voilà un peu ce que je peux dire. En tout cas, je pense que pour l'instant, il est difficile de tirer d'autres conclusions de ces écritures-là. Voilà, c'est des commerçants, c'est des pèlerins, ils passent, ils mettent leur nom. La grande majorité, on voit, c'est des noms quand même qui viennent de Perse, avec, mais bon, pas que, je suppose, ils devaient venir également. On peut les identifier quand vous dites qu'ils viennent de Perse, vous avez cherché à faire la connexion avec notre Joshua? Alors, c'est assez difficile, puisque juste avec un nom... On n'a pas Enfin, je veux dire, on n'a aucun moyen de les... Alors, on pourrait avoir, mais on ne sera jamais 100% sûr, puisqu'il y a la liste des grands marchands arméniens, les A. Sauf quand c'est des noms connus, comme le Mirman. On sait, on peut dire, voilà, c'est de la famille Mirman. Mais bon, en Eliazar, il y en avait beaucoup d'Eliazar, donc c'est difficile de dire c'est telle famille ou telle famille, du moins. Voilà. On ne sait même pas s'ils sont de passage ou s'ils sont établis. Les Shériman, ils avaient un palais quand même. Tout à fait. Donc ils étaient là-bas depuis longtemps. Les Shériman, oui. Oui. Mais alors, est-ce qu'un Shériman allait graver son nom sur la colonne? Je ne sais pas dit. Non. Voilà. Lui, il avait déjà 3 palais, les rues en son nom. Je ne pense pas qu'il avait besoin d'aller graver sur une colonne. Mais voilà, effectivement. Par contre, eux, ils ont leur tombe, par contre. Leur nom est gravé sur les tombes qui sont dans les églises. Ça, les Shériman, les Mirman, les Serpos, ça c'est facile, puisqu'ils ont laissé beaucoup de traces. Les autres, je pense que c'est des commerçants qui viennent, voilà. Sont plus... Et alors, quel est l'objet de cette controverse? Si, il faut le dire, Quel est... Parce qu'il faut... Non, il faut reprendre chaque inscription. Ah, d'accord, c'est sur l'inscription et sur l'interprétation de... D'accord, oui. Effectivement. Là, ça dépense ma compétence, je ne suis pas du tout compétent pour ça, pour savoir si... voilà.
Alors, surtout, les difficultés sont toujours, que ce soit là ou ailleurs, c'est les monogrammes. Hein. Quand on a des objets ou des inscriptions en monogramme, est-ce que c'est un A, est-ce que c'est un O, est-ce que c'est un S, est-ce que, bon, voilà, c'est un peu difficile de trouver les noms, quoi, mais bon, voilà. Pareil, sur l'interprétation, alors, je ne sais pas, la pierre qu'on a vue à San Giorgio Maggiore, vous voyez, donc c'est quand même un témoignage assez important. C'est quand même San Giorgio Maggiore, c'est pas n'importe quoi. Savoir que c'est un cimetière arménien, et c'est bien documenté aussi, il n'y a pas de doute. On trouve depuis... C'est un cimetière arménien depuis le XIVe siècle. Donc ça date pas d'hier. C'est lors de la... Donc, vous savez, bon, les tours à Venise s'effondrent régulièrement. La grande tour, par exemple, sur la place Saint-Marc, s'est effondrée en 1902. La tour que vous voyez, c'est une tour moderne, hein, ça ne date pas de l'époque. C'est pareil sur la tour de San Giorgio Maggiore, quand ça s'est effondré, et ils ont refait la tour, et du coup, ils ont dégagé tout le cimetière arménien qui était en bas. Alors, on dit, le problème c'est que voilà, personne n'arrive à me dire qu'un certain nombre des pierres ont été récupérées par les militaristes. Alors, quand vous demandez oui, non, oui, bon, enfin, il n'y a rien de... Voilà. Les autres pierres, je ne sais pas où ils sont passées, vous avez vu, il ne reste plus qu'une seule pierre, et cette écriture qui reste dans le mur, voilà. Mais par contre, c'est documenté, comme quoi c'est un cimetière arménien. Là, il n'y a pas de discussion à avoir dessus. Qui date du XIVe siècle. Oui, qui date déjà, il y a déjà les traces au XIVe siècle. Donc probablement, tous ces commerces. Vous savez, à l'époque, si on vient de Perse ou d'Inde, ben, les voyages durent longtemps. C'est pas sûr qu'on arrive forcément en bonne santé si on a une maladie. Donc il y en a qui meurent tout simplement à Venise, hein, donc qui sont enterrés au fur et à mesure à Venise, à gauche, à droite. Vous avez surtout parlé des colonnes qui étaient sur la porte principale. Oui, oui. Moi je me souviens, mais c'est lointain, qu'il y a très longtemps, un des brutalistes nous avait emmenés pour voir ces fameuses inscriptions. Je ne sais pas si c'est mon souvenir qui me fait défaut, mais il me semble qu'on en avait vu près des tétrarques, sur la droite. Tout à fait sur la droite, il y a des tétrarques. Oui, tout à fait. Tout à fait. À côté, il y a des colonnes, oui. et je crois qu'il y avait des inscriptions dessus. Je suis retourné les voir, je ne les ai plus vues. Ben, je vous dis parce que, vous savez, il y a des restaurations ponctuelles, à gauche, à droite. Est-ce que lors d'une restauration, ou nettoyage, tout simplement, parce que si c'est... Vous avez vu, il y a des écritures qui sont à peine gravées. Donc si on passe des karchers par-dessus, bah, l'écriture disparaît avec. Donc il y a les trois portes. Hein. Oui. Bon. Donc celle que vous avez montrée, oui, c'est au milieu. Alors, attendez. Et alors, sur les portes latérales, il y en a aussi ou pas? Non, regardez, si vous prenez, je vais vous donner le... Comme ça, vous aurez une vision ici. Voilà. Ça veut dire ça que les militaristes n'ont pas documenté ces... Vous savez, les militaristes, c'est les points en ocre. C'est là où il y a les inscriptions, c'est les points en ocre. Alors, les militaristes, moi, à chaque fois, j'ai même demandé qu'ils rapatrient la pierre qu'on a vue, parce que quand même, c'est une... Oui, mais bon, voilà. C'était il y a déjà plusieurs années. À chaque fois que j'en parle, on me dit oui, bien sûr. C'est sûr que ça marche. Est-ce que je peux prendre en photo ça? Vous pouvez même garder, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous voulez, je peux même vous donner tout ça, hein, si ça vous intéresse. Voilà. Et, bon, donc il ne faut pas compter sur les militaristes pour aujourd'hui. C'est-à-dire, à mon avis, le dernier qui a fait le boulot, c'est Ali Khan. Parce que c'est lui qui a écrit, c'est lui qui a répertorié les choses. Et depuis, on n'a rien. Depuis, on n'a rien. Donc, un siècle est passé, plus d'un siècle est passé aujourd'hui. Donc, tout s'efface. Donc, d'où l'utilité, même si, voilà, on peut avoir des problèmes d'interprétation. Mais je pense que c'est utile au moins de les répertorier, parce que ceux du Vatican sont perdus, par exemple. Sont définitivement perdus, ont été effacés, parce que là-bas, c'est pas des... Ici, c'est des pierres dures.
Au Vatican, c'est d'autres pierres, hein, c'est un peu comme les pierres de Paris, donc ils ont entièrement poncé les colonnes, donc il n'y a strictement plus rien. Alors qu'on sait qu'il y en avait eu. Ah bah moi je les ai vus de mes propres yeux, malheureusement c'était il y a 25 ans, comme je vous disais, aujourd'hui on peut avec un téléphone portable prendre des photos. À l'époque, si on n'avait pas l'appareil photo, on ne pouvait rien faire, j'ai pas fait, je regrette. Malheureusement, mais c'est perdu. Donc, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a eu des articles qui ont été écrits dessus, mais voilà, dès qu'on n'écrit pas, ça disparaît. Vous savez, beaucoup de choses se perdent. Regardez, par exemple, les tombes de Joufa. Les tombes de Joufa, on les a définitivement perdues. Voilà. Heureusement, il y a quand même de la documentation dessus, mais bon, bah, ce qui n'a pas été répertorié est définitivement perdu aujourd'hui. C'est en poussière. Donc là, c'est un peu pareil. Vous voyez ce que je vous disais, les tombes dans les églises. Et il y en a d'autres, hein, je vous ai cité que ceux à la rigueur, ce que vous pouvez voir. Il y a encore d'autres églises avec des tombes arméniennes dessus, avec des inscriptions arméniennes, sauf que ces églises-là, aujourd'hui, sont déconsacrées, donc vous ne pouvez plus rentrer. Je vous ai eu 20 ans pour rentrer, à chaque fois je guettais le truc, un jour j'ai eu de la chance, mais sinon vous ne pouvez pas rentrer. 2, bah, avec le temps, et l'Acqua Alta, parce que l'Acqua Alta continue à... Donc quand vous avez des pierres par terre, et que le bâtiment n'est pas du tout entretenu, bah, 1 fois, 2 fois, 3 fois, quand vous avez 10 fois par an au bout de 20 ans, vous avez eu 200 fois le lessivage, bah, il ne vous reste plus rien. Donc si vous ne photographiez pas, même vous voyez les photos, on ne voit pas bien, parce que c'est lessivé. Probablement avant, c'était des écritures qui étaient beaucoup plus lisibles facilement, mais aujourd'hui ça s'efface. Il y a même des églises, San Giovanni Noleo, pareil, c'est devenu un entrepôt, on ne peut pas rentrer. C'est déconsacré, donc le bâtiment est devenu un entrepôt. Et ben, il y a des écritures, mais quand vous faites un entrepôt et que vous passez les objets par-dessus, 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 ben, ces écritures-là disparaissent. Voilà. Voilà. Donc c'est très très difficile de... Moi on a fait une application, on a mis tout ce qu'on a dessus, qu'on a trouvé un peu comme ça, comme vous visitez, vous pouvez visiter. Alors par exemple San Moïse c'est une très grande église, elle est ouverte, vous pouvez voir la tombe, mais bon la tombe étant par terre, enfin du moins la pierre étant par terre, c'est lessivé aussi à chaque fois, mais en tout cas c'est ouvert pour l'instant, donc c'est une grande église, bon, il y a beaucoup de touristes là-dedans, tout le monde marche dessus. Là aussi, au bout d'un moment, vous savez, il y a je ne sais plus combien de millions de touristes qui passent à Venise, c'est un fléau qui est quand même... donc ça efface beaucoup de choses. Voilà. Et le premier qui avait repéré, c'était Alishan. C'est grâce à Alishan que j'ai pu également retrouver les choses. Mais par exemple, Saint-Thaddée, Saint-Barthélemy, personne ne l'avait repéré parce que c'est récent. Ils ont mis dans le musée. Sinon, voilà. Quand vous rentrez, vous avez le mont Ararat, l'arche de Noé, ça, on peut le voir. C'est bien dans les mosaïques, mais d'autres mosaïques qui avaient été abîmées ont été comme les deux mosaïques que je vous ai montrées. Aujourd'hui, ils ne sont plus à leur place, ils sont dans le musée. On voit aussi Noé qui laisse passer la... Oui, tout à fait. Oui. Colombe. Voilà. Alors, il y a peut-être d'autres écritures, mais voilà. Il y a un tel fléau de touristes là-dedans. Et la semaine dernière, il y a eu encore beaucoup de choses qui ont été abîmées dans la basilique à cause de l'Acqua Alta. Voilà. Des questions, enfin, l'histoire de la présence arménienne à Venise, bon, c'est quelque chose qui excite l'imaginaire et tout ça. Enfin, peut-être que certains d'entre vous ont envie de se lancer dans des recherches de ce type. 99% des Arméniens ne connaissent que l'île de Saint-Lazare. Quand on dit Venise. C'est là que c'est le moins frappant, en fin de compte. Enfin, c'est pas... Oui, mais quand on dit Venise, par exemple, quand vous dites la première édition arménienne est à Venise, ah oui, Saint-Lazare, il y a quand même un gap de plus de 200 ans. Hein. Mais bon, dans l'esprit des gens, c'est les brutalistes. Oui, alors là, ce qui est montré, c'est la présence d'une communauté marchande. Donc, enfin, on n'en sait pas tellement plus. Bon, certains se sont établis, ont fait fortune, et d'autres
passe et repasse sur les grandes voies du... Oui, oui. Enfin, on sait sur les marchands. Hein. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été écrites, notamment sur les marchands donc, de Joufa. Il y a des études d'Aslanian et tout ça. Il y a beaucoup d'études là-dessus. On connaît les grandes familles, on connaît comment ils faisaient. Mais justement, on ne parvient pas à les raccorder, cela, avec les grandes familles. Avec les écritures, vous voulez dire? Oui. Difficile. Trop difficile. Enfin, on dit écriture, c'est un graffiti en fait, c'est un ex-voto, c'est quoi? Quelle est la fonction? C'est des lettres arméniennes. Ex-voto, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Vous pouvez nous reparler de Torcello et des Arméniens? Oui, alors Torcello, on sait, c'est la première île où on construit à Venise. Avant Venise, on construit à Torcello. Donc, Torcello, c'est Byzance en fait. Voilà. Alors, Isaac, donc, qui est un exarque arménien envoyé par Byzance à Ravenne. D'ailleurs, il y a sa tombe, hein, si vous allez à Ravenne, San Vitale, vous rentrez dans San Vitale. Il n'y a qu'un sarcophage, c'est son sarcophage, donc écrit en latin et en grec, il y a son nom. Donc il dit Isaac d'origine arménienne, nanani, nanana. Donc tout ça c'est très bien documenté. La petite plaque, c'est la plus vieille écriture qu'on connaisse à Venise, la petite plaque que je vous ai montrée, qui est en très mauvais état. Puisque ça qui se trouve où précisément? Dès que vous rentrez dans l'église, donc au bout de la nef, sur l'altar, c'est mis sur le mur. Normalement on ne vous laisse pas accéder non plus, là. Mais bon, ça se voit, on le voit parce que c'est une plaque de cette taille-là à peu près, hein, et qui est collée dans le mur. Dans l'église de Torcello? Oui, dans l'église de Torcello. Et c'est écrit en arménien? Non, c'est écrit en latin. Donc, et là, c'est bien documenté, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. Et alors, qu'est-ce qui est écrit précisément? Qu'en 1639, il a créé l'église... Isaac a créé cette église, a bâti cette église. Bon, des questions publiques? Sur le premier imprimé, on n'a aucune idée du lieu où se trouvait l'imprimerie. Alors, on sait que... Alors, sur le lieu, non, parce que souvent, les imprimeries sont cachées. Hein, parce qu'il y a la censure romaine. Même si Rome n'atteint pas Venise, puisque justement on imprime à Venise parce que la censure ne vient pas là, mais quand même, il faut rester caché. Donc je ne pourrais pas dire dans quel bâtiment était cachée l'imprimerie. On sait strictement rien quasiment. On sait strictement rien, sauf qu'il s'appelait Agop Merapat. C'est la seule information qu'on a, alors tout le monde a brodé dessus. Hein. Le plus plausible, c'est qu'effectivement, on ne sait rien parce qu'il se cachait. Parce que c'est surveillé, l'imprimerie. Il ne faut pas oublier qu'on est tout au début de l'imprimerie. Hein. C'est des incunables arméniens, ce qu'on appelle, même si les incunables arméniens sont tardifs, hein, un tout petit peu tardifs, par rapport aux premiers incunables qu'on connaît. Les gars, n'oublions pas, ils sont doublement surveillés. Un, parce que l'imprimerie est surveillée. On fait très attention parce qu'on sait que, vous savez, c'est comme aujourd'hui, on surveille les réseaux sociaux, vous avez entendu, à l'époque on surveille l'imprimerie. À l'époque, le vecteur de communication, c'est l'imprimerie. Et deux, ils sont arméniens. Donc, par définition, hérétiques. Susceptibles d'être hérétiques. Donc on sait que par exemple, toutes ces grandes familles, les Mirman, les Chériman, se sont convertis au catholicisme. Hein, pour pouvoir commercer, ils se sont convertis, donc ils sont devenus catholiques. Donc quand vous imprimez quelque chose, il suffit qu'il y ait un mot de travers, vous pouvez avoir, par la censure, beaucoup d'ennuis. Donc, voilà. Après, les autres éditions, par exemple, plus tardives, ils sont beaucoup plus libres. Mais à l'époque, donc 1512, n'oublions pas, on est en 1512. 1512.
on rigole pas. Donc je pense qu'il s'est caché. Ça, en tout cas, tous les historiens sont d'accord là-dessus que probablement il s'est caché pour imprimer. Il voulait imprimer, il l'a imprimé. Mais voilà, il s'est tenu tranquille sans laisser de traces. Donc l'endroit, je ne sais pas. L'endroit, honnêtement, on sait qu'on se cachait dans les bâtiments. À l'époque, c'était dommage, on voyait un peu, c'est des trucs, on met le papier, on doit un par un faire les lettres, c'est un grand truc, on tourne, on imprime, voilà. C'est des machines, je ne sais pas, on peut les cacher. C'est déjà énorme qu'on a pu, parce qu'il n'y a pas que l'impression, il faut aussi graver les lettres. Graver les lettres, ça veut dire que, bon, il y a plusieurs intervenants dessus pour pouvoir graver les lettres. Quelqu'un qui indique comment graver en arménien, puisque c'est pas dit que les gens, à l'époque, qui font l'imprimerie, sachent graver les lettres arméniennes. Donc, tout ça commence à rester secret, je n'en sais rien. On ne sait rien. Malheureusement, on n'a jamais rien trouvé. Les historiens n'ont jamais rien trouvé dessus. Si, on sait que, par exemple, la seule chose qu'on sait, que les gravures sont des gravures qui ont été utilisées par d'autres imprimeries, qui ne sont pas des gravures arméniennes. Alors on a mis le chapeau du prêtre arménien par-dessus, mais la gravure existe en d'autres, effectivement. Je suis allé vérifier, la gravure existe par ailleurs, la même gravure. Donc on devait probablement utiliser les plaques, les mêmes plaques, pour éviter que ça passait de main à main, probablement. Et vous-même, vous avez publié des livres sur ce sujet ou des articles Non, moi j'ai fait de l'application sur tout ce qui est à Venise. Non, j'avais écrit quelques articles sur le livre des brutalistes. Mais voilà. Donc c'est une invitation au voyage, quoi. C'est une invitation à... Je crois que Maxime disait que vous préparez un article ensemble. Alors, qui n'a rien à voir avec ça, on a finalisé un article sur la reine Erato en numismatique, qui va être publié très bientôt par la revue numismatique à Yerevan. Mais c'est un sujet complètement différent, beaucoup plus technique. C'est qui la reine Erato? Ah bah voilà. C'est une reine artaxiate. Malheureusement, personne ne connaît. Pourtant, elle a régné 3 fois. Et on est à l'époque de Jésus, un peu avant, un peu après. On est pile poil à cheval. Elle était où, cette dame? En Arménie. Donc c'est une reine artaxiate. C'est la dernière. C'était la femme de qui? Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. Il s'est marié avec son frère, Tigran, ça on le sait puisqu'on en a monnaie. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée avec son frère. Voilà. Après là, on a fait toute une thèse pour savoir de quelle descendance artaxiate elle pouvait être. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas évident. Je vous ferai une autre fois une présentation, mais c'est beaucoup plus technique là. C'est 2 ans de travail très. C'est de la recherche en fait. Ah oui, c'est de la recherche, oui, c'est de la recherche. Et c'est vous qui avez écrit un livre sur votre famille à Edirne? Alors non, moi j'ai écrit le livre sur la communauté arménienne d'Edirne, oui. La communauté arménienne d'Edirne, d'Andrinople, qui est une ville à la frontière grecque, bulgare et turque. Oui, non, Voilà. Que vous avez présenté à l'UGAB un jour. Oui, tout à fait. Bien, tout ceci donne envie vraiment d'aller à Venise. On attend qu'Anaïd nous organise une école d'été. pour aller chercher d'autres écritures sur l'école. Une école d'été, enfin, je veux dire, on pourrait se transférer. On pourrait, oui, c'est plus difficile maintenant. Il y a tous les ans, au mois d'août, une université d'été organisée tout à fait. par le père de Moïse. Tout à fait. Ça existe depuis 25-30 ans. Hein. Oui. Bon, alors on pourra, oui, mais enfin bon, on peut aussi imaginer des occasions, je ne sais pas, de partenariats orientalistes. Enfin, il y a tellement de choses à faire à Venise.
bon, c'est vrai que ça ouvre des tas de perspectives. Maintenant, moi, c'est vrai que je ne situe pas non plus parfaitement le champ historiographique. Alors, effectivement, si vous ne voulez pas rester que arménien, comme je vous disais, il y a des écritures en grec, il y a de tout. Hein. Vous pouvez réunir effectivement quelques... Parce que je ne sais pas si les autres communautés ont fait le répertoriage comme ça, mais ça peut être intéressant effectivement de prendre des grecs et puis de dire allons aussi voir ce qu'il y a comme écriture grecque sur les... ou coptes. Il doit y avoir aussi des coptes. Parce que déjà on a eu du mal à chercher les Arméniens, je vous avoue que je ne vais pas chercher les autres, hein, parce que c'est déjà compliqué. Enfin non, mais pour en revenir à Venise, c'est parce qu'il me semble qu'on doit avoir quelques partenariats là aussi à activer.